Chers compatriotes, Vive la République! vive la République, Vive la République. Vive la République! République, Vive la France. Vive la France! La France. La France. Vive la France! Et vive la France. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Une nouvelle campagne a démarré il y a 10 jours, celle du second tour. Marine Le Pen et vous avez semblé faire des concessions sur votre programme. Elle, sur l'interdiction du port du voile dans les lieux publics. Vous, c'était sur la réforme des retraites. Hier, elle a finalement semblé clarifier la situation et sa proposition, elle assume l'interdiction du voile. Mais on ne vous a pas entendu trancher. Alors, l'âge légal de départ, ce sera 64 ou 65 ans? J'ai été très clair hier. Il y aura d'abord une concertation, une négociation. L'objectif est de pouvoir monter les pensions à 1 100 € pour une pension complète minimale, de pouvoir prendre en compte à la fois les carrières longues et la pénibilité. Mais l'objectif, pour pouvoir financer tout cela et aussi notre modèle social, c'est de décaler de 4 mois par an l'âge légal. Et donc on va passer de 62 ans à 62 ans plus 4 mois, plus 8 mois, etc. Ce qui veut dire 64 ans en 2028 et en 2031, 65 ans. Mais c'est pas tranché, 65 ans. Vous pouvez l'arrêter. Parce que là, pendant la campagne, vous avez dit, je pourrais peut-être discuter sur la date limite. Je regarde le calendrier démocratique et donc je dis, parce que c'est un élément d'ouverture qui est à la négociation, que décider et légiférer pour une période au-delà peut constituer aussi un point de rendez-vous. Et donc l'objectif, si on veut pleinement financer le modèle et avoir nos équilibres, c'est 2031, 65 ans, mais qu'il y ait une clause de rendez-vous en 2027-2028 et au fond, pour les prochaines présidentielles, est une bonne respiration. Ça veut dire que vous léguez la décision à votre successeur? Non, ça veut dire que je suis plutôt pour la porter. Mais vous savez, dans ces réformes-là, il faut qu'il y ait des respirations. On voit bien, on est passé d'une situation où il y a 15 jours, pour beaucoup de nos compatriotes et sans doute des téléspectateurs qui nous écoutent, ils se disaient, si le président sortant est réélu, on va devoir travailler jusqu'à 65 ans dans 6 mois. C'est faux. C'était pas le programme. C'est progressif et c'était pas le programme. Et donc je dis juste qu'il faut qu'il y ait un point de rendez-vous. Donc mon objectif est plutôt que tout ça soit négocié et que tout ça fasse l'objet d'un même texte, mais qu'il y ait un point de rendez-vous en 2027-2028. Voilà. Vous ne touchez pas à la durée de cotisation? Non. Ça veut dire... Elle évolue déjà, comme vous le savez, en vertu des réformes antérieures, ce qu'on a appelé la loi dite Touraine, du nom de Marisol Touraine, et donc elle est en train progressivement d'augmenter. Ça veut dire que si une personne qui a commencé à travailler à 20 ans, on n'est pas dans le dispositif des carrières longues, elle devra travailler jusqu'à 64 à la fin de votre mandat, 65 ans ensuite, c'est-à-dire 45 ans. Ça dépend de la carrière qu'elle mène. Si elle est dans des catégories actives, elle continuera à avoir des avantages. Catégories actives comme par exemple beaucoup de nos soignants ou de nos policiers. Si c'est une personne qui travaille dans des métiers durs physiquement, les abattoirs, les métiers agricoles, si elle travaille de nuit ou avec des produits chimiques, elle aura des avantages qu'on va prendre en compte. Et c'est pour moi l'un des objectifs de cette négociation, dans le cadre d'une pénibilité qu'on va individualiser, au-delà des critères qui sont déjà dans la loi et qu'on va garder. Et si c'est quelqu'un, je dirais comme vous et moi, qui fait un métier qui est moins physique, où il n'y a pas de critères de pénibilité, oui, nous allons travailler jusqu'à 64 ans, âge légal, au terme du mandat qui vient, si les Françaises et les Français me font confiance. Donc ça pourra être 44 ans de travail ou 45 ans de travail si quelqu'un a commencé à 20 ans. C'est bien ça? Alors, ça pourra être, pour l'âge légal, oui, c'est tout à fait ça. C'est bien ça. Et donc, si vous voulez, pourquoi on fait ça? Parce que d'abord, il faut financer le progrès social. Et ensuite, parce que quand on regarde tous nos voisins, c'est ce vers quoi ils sont allés. Vous avez annoncé également une indexation, une réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, puisque l'inflation a continué d'augmenter en ce début d'année. Ce sera pour le 1er juillet de 4%, c'est ça? L'inflation, on va voir jusqu'où elle est évaluée, et donc ce sera sur l'inflation. Elle est entre 4 et 4,5 aujourd'hui en France, selon les instituts. Donc l'idée est en effet qu'au 1er juillet, on puisse augmenter les pensions de 4 ou 4,5%, quel qu'en soit le montant, ce qui fait que pour une pension moyenne, ça fait un peu plus de 60 € par mois. Et pourquoi on le fait sans attendre? Parce que si on attend le cycle normal, c'est janvier prochain, ce qui est un peu loin. Ça représente quel budget? 5-6 milliards? Ça, c'est un budget. Il va y avoir plusieurs choses. Il y a un paquet d'exceptions qu'on va mettre en place avec ce qu'on fait sur le bouclier, ce qu'on a d'ores et déjà mis en place sur le bouclier énergétique, ce qui est mis en place avec la revalorisation du SMIC, avec ce qui est mis en place et ce qui sera mis en place pour les minima sociaux.
Ça, c'est un budget, mais c'est essentiellement de la trésorerie. Puisqu'en fait, on va avancer de 6 mois sur ces retraites, mesure qui serait prise en janvier prochain. Mais il y a un coût. On l'avance, ça veut dire qu'on les dépense. C'est 5-6 milliards de plus, c'est ça? Il y a un coût de trésorerie. Et donc, en budgétaire, l'impact n'est pas le même. Le vrai coût sur les retraites que j'assume, c'est de passer le minimum contributif, qui est la retraite. Quand vous avez une carrière complète, et donc que vous avez toutes vos annuités, que vous arrivez à la retraite, aujourd'hui, vous touchez, si vous avez fait votre carrière au SMIC, à peu près 980 euros. Bon. Je veux passer ce 980 euros à 1100 euros. Et ça, c'est pas tout de suite, c'est après. Non, c'est dans la réforme des retraites. Dans la réforme des retraites, pas avant un an. L'idée, c'est quand même que ça puisse durer quelques mois et donc qu'on puisse essayer de viser janvier prochain. Ça a un coût de 3 milliards et 2,8 milliards parce qu'on prend toutes les personnes qui sont déjà au minimum contributif. Je veux que ce soit clair pour tout le monde, pas simplement celles et ceux qui arrivent à la retraite. Et donc ça, c'est un coût budgétaire et pas que de trésorerie. Et ce coût-là est un coût qui est financé par la réforme. Cette réindexation de juillet, c'est une mesure de justice pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Pour vraiment le préserver, ce pouvoir d'achat, il faudrait réindexer sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'écart dans la progression du pouvoir d'achat justement des retraités. Vous l'aviez évoqué dans votre précédente réforme des retraites. Tout à fait juste. Et finalement, vous l'avez laissé tomber, c'est trop cher? Alors, vous avez parfait. Alors, c'est pas forcément plus cher. Il y a des effets de bord des deux côtés, si je puis m'exprimer ainsi, sans rentrer dans la technique. Mais à terme, ce serait plus juste. La réforme que je propose et que je souhaite mettre en œuvre, c'est une réforme de justice crédible. Justice, pourquoi? Parce qu'on améliore la retraite. Au-delà de la réindexation, on augmente la retraite minimum. Parce qu'on va prendre en compte, beaucoup mieux qu'on ne le fait, la pénibilité. Et elle est financée, en même temps qu'on va financer d'ailleurs l'autonomie, la santé et l'éducation, par l'allongement progressif. Par contre, je souhaite que les partenaires sociaux puissent se ressaisir d'une réforme qui va continuer de simplifier le système. Parce que là, dans cette réforme-là, je veux aussi supprimer progressivement les deux grands régimes spéciaux que sont celui de la RATP et de l'énergie. Quand je dis progressivement, ça veut dire celles et ceux qui y sont. Les nouveaux entrants. Voilà, c'est ça. J'essaie de le dire dans les termes les plus simples, mais on va les mettre en attrition. Donc si le public connaît, c'est vous qui connaissez vos téléspectateurs beaucoup mieux que moi. Voilà. Ça veut dire qu'en effet, celles et ceux qui commencent dans la carrière n'y auront pas droit. Celles et ceux qui en quelque sorte ont signé un pacte y auront droit. Ça, c'est une mesure aussi de justice qui est très importante. Ça, c'est pour plus tard. Non, ça commencera avec la réforme, pour tous les nouveaux entrants à partir de la réforme, comme on l'a fait pour la SNCF. Par contre, je souhaite que l'ensemble des partenaires sociaux continuent de travailler. Parce que qu'est-ce que j'ai appris de la dernière réforme qu'on a dû stopper en raison du Covid? C'est qu'il n'y avait pas un consensus. Mais que sur ce que vous dites, qui est une mesure de justice, c'est-à-dire réindexer sur la dynamique des salaires, sur les mesures aussi de rapprochement des différents systèmes entre le public, le privé, les différents systèmes d'indépendants, il faut se donner beaucoup plus de temps et de la concertation, mais je souhaite que ça puisse se faire en parallèle. Vous étiez en déplacement aujourd'hui à Saint-Denis, dans le département le plus pauvre de l'Hexagone. Au cœur de votre programme, il y a la solidarité à la source, le versement automatique des aides à ceux qui y ont droit. C'est une mesure sociale ou une mesure d'économie? Les deux, mon général. En fait, elle va coûter de l'argent. Mais c'est une mesure qui nous permet d'être plus juste, c'est-à-dire on va être juste avec ceux qui en ont besoin et on va lutter contre la fraude de ceux qui utilisent le système. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Que les aides comme le RSA, les aides au logement, les allocations familiales, toutes ces aides qui ne sont pas des assurances pour lesquelles vous ne cotisez pas, mais qui sont des politiques de solidarité de la nation. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de nos compatriotes qui y ont droit, mais qui, par manque de connaissances, parce que parfois ils ne veulent pas aller pousser telle ou telle porte, parce que le système est trop compliqué, ne les demandent pas. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Et donc, ce système de solidarité à la source va être beaucoup plus juste parce qu'il va mettre fin à ce non-recours. À côté de ça, vous avez comme toujours des fraudeurs. Et donc, des gens qui font plusieurs déclarations, qui arrivent à en toucher plusieurs. Cela, vous allez mettre fin à ces excès. Il y a des chiffres parfois faramineux sur les fraudes sociales. On va y mettre fin. Alors, justement... C'est exactement comme on l'a fait avec le prélèvement à la source. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on estime que le non perçu, ce que vous évoquiez, ça représente à peu près 6 milliards d'euros. Dans votre budget, ça n'apparaît pas. Le budget est à l'équilibre, comme si c'était une mesure neutre. Où sont passés ces 6 milliards? Non, parce que dans le budget, il y a les hypothèses qu'on va à la fois lutter contre de la fraude et qu'en effet, on va réussir. Alors, il n'y a pas 6 milliards de fraude. Qui est 4 milliards. Non, les chiffres qu'on a fait avec le prélèvement à la source, on parle de 800 c'est entre 4 et 5 RSA. milliards. Donc, on fait l'hypothèse qu'en entrée de jeu, c'est une réforme d'abord qui va commencer à se mettre en œuvre avec RSA et autres, mais
le temps que les systèmes d'information se mettent en place, qui va progressivement monter en charge pour pouvoir pleinement se déployer sans doute en 24-25, et qu'elle sera neutre dans les 2-3 premières années. Parce qu'on va réduire de manière automatique beaucoup de cas de fraude. Et c'est assez vous ne pouvez cohérent. pas compenser 6 milliards de non perçus avec 6 milliards de fraudes. La vérité, vous c'est n'allez que pas récupérer 6 milliards de fraudes. Surtout qu'il y a une autre partie de votre budget qui est consacrée à la lutte contre la fraude. Ça ne peut pas être dans les deux budgets. C'est tout à fait vrai. C'est aussi pour ça qu'on fait l'hypothèse qu'à horizon 2027, c'est une réforme qui s'équilibre plus tôt. Et on fait l'hypothèse, si vous regardez ce qu'il y a dans le programme aussi, et qui s'appuie d'ailleurs sur le rapport La Mission Pauvreté, que c'est une réforme qui sans doute coûtera entre 2 et 3 milliards à horizon. Venons-en à une autre partie de votre programme. Donc il est normal, tout ça pour dire que si on peut l'accélérer, on le fera. Mais compte tenu de son temps de mise en œuvre à horizon du quinquennat qui vient, c'est une réforme qui ne permettra pas de faire d'économies, à l'inverse du prélèvement à la source qui nous a permis de faire 4 milliards d'économies par an, je le rappelle. Donc là, on fait l'hypothèse que... Et la réforme des APL aussi, qui vous a permis de faire 1 milliard. Alors, la réforme des APL, c'est très différent. Au détriment de ceux qui les touchaient. Non, c'est faux. Je me permets de vous corriger. La réforme des aides au logement, elle a permis un élément de justice parce qu'elle a rendu contemporaines ces aides. Le système, et pourquoi on a fait des économies? Parce qu'on a réduit le chômage. Le système était ainsi fait que vous touchiez des aides en regardant votre situation 2 ans avant. 2 ans avant. Et donc, en effet, quand la situation s'améliorait, on mettait beaucoup de temps à faire des économies. Qu'est-ce qui s'est passé ces 18 derniers mois? Grâce à la fois à nos réformes et à notre politique liée au Covid, nous avons, malgré la crise, continué de diminuer le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Ces situations, en particulier pour les plus jeunes ou les plus précaires, ont fait que beaucoup de gens ont vu leur situation s'améliorer. Et donc, comme on a rendu leurs aides au logement... On a vu que c'était pas forcément... Il y avait plus d'étudiants qui étaient dans la pauvreté. Alors, je peux revenir au sujet des étudiants qui est très différent. Mais sur les étudiants, parce que les étudiants qui sont dans la pauvreté, ce n'est pas le sujet, justement. C'est l'articulation entre les APL et les bourses. Mais soyons précis, parce que j'aime l'être. Le sujet, pourquoi on fait des économies sur les APL? Parce que la situation macroéconomique s'améliore et parce que vous sortez des gens du chômage. Et c'est juste. Parce que c'est ce qui permet aussi que quand vous tombez au chômage ou dans la difficulté, eh bien, au mois près, vous avez les APL qui suivent. Dans le système que nous avions avant, si vous tombiez dans la grande difficulté, il fallait attendre 18 à 24 mois pour pouvoir toucher ces aides. C'est vrai qu'après, il y avait une période de transition où on continuait à les toucher. Mais oui, mais qui était assez injuste. Et donc, ce ne sont pas des gens qui, en général... Non, mais pardonnez-moi de vous dire, c'est simplement suivre les parcours individuels. Vous ne pouvez pas considérer que c'est juste de continuer à percevoir quelque chose dont vous avez moins besoin, mais en même temps, vous ne le percevez pas à la minute où vous en avez besoin. Là, le système est contemporain. C'est ce qu'on a fait pour les APL. Et c'est parce qu'on a fait ça pour le système des aides au logement qu'on peut précisément faire la solidarité à la source et que je peux vous tenir un discours aussi clair. On va parler maintenant, pour nos étudiants, quel est le problème? Sinon, on n'aura pas le temps. Oui, mais moi, je réponds à toutes vos questions, mais je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté qui s'installe. Pour les étudiants, le problème est que le système des bourses et le système des APL est mal organisé. Et donc, il y a une grande injustice pour nos étudiants boursiers qui touchent les APL et qui n'habitent pas chez leurs parents. Vous avez environ 40% de ces jeunes qu'on appelle décohabitants, c'est-à-dire qui n'habitent pas chez leurs parents et qui sont sous le seuil de la pauvreté. Et donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est une réforme du système de bourse et des aides au logement, ce que je veux lancer, mais qui est à part du reste des APL. On a très peu de temps maintenant pour parler d'écologie. Hier, Marine Le Pen, vous l'avez traité de climato-sceptique. Elle vous a répondu que vous étiez climato-hypocrite. Vous avez renforcé votre programme écologique ces derniers jours. Vous avez notamment décidé de créer un Premier ministre responsable de la planification. La planification, c'est des objectifs, c'est des dates. Vous avez fait passer une loi qui prévoit 40% de réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici 2030. Mais l'Europe a rehaussé cet objectif à 55%. Jean-Luc Mélenchon, on lui promettait 65%. Est-ce que vous ne manquez pas d'ambition? Non, l'ambition, si on veut tenir les objectifs fixés par le rapport du GIEC, d'abord, le chiffre européen ensuite se décline nationalement tel que vous l'avez donné, donc il n'est pas le même pour tous les pays. Et donc nous, on tiendra nos objectifs par rapport au rapport du GIEC. 40%. Ça veut dire qu'on doit aller... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit aller 2 fois plus vite que ce qu'on a fait ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, on a déjà été 2 fois plus vite que ce qu'on faisait avant. Et c'est pour ça que maintenant, si on veut réussir... 2 fois plus vite parce qu'il y a aussi plus d'importations et que ces importations fabriquent dans ces pays, on produit des effets, des gaz à effet de serre. C'est pour partie, mais pas que. On doit aller 2 fois plus vite par rapport à notre référence de 90. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Réussir plus vite à changer notre parc de véhicules. C'est ce que je veux faire en investissant on a aidé 1 million de ménages, aller beaucoup plus vite et avec ce système de leasing.
pour les ménages les plus modestes. On doit rénover plus de logements pour la sobriété énergétique. Et on doit produire plus de renouvelables. Et c'est là où, soyons clairs, on est à quelques jours du deuxième tour. Les deux projets sont très clairs l'un avec l'autre. Madame Le Pen, elle sort de l'objectif climatique européen et elle a pour priorité de démonter les éoliennes. Mais est-ce que vous résisterez Moi, j'assume à la pression d'avancer. Est-ce que vous résistez? Parce que je pense par exemple au glyphosate, qui devait être interdit en 3 ans en 2017. Finalement, vous y avez renoncé sous la pression. Il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a fait que vous avez renoncé à l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce que votre planification résistera à cette pression? Oui, parce que justement, quand on regarde les choses, qu'est-ce qui se passe en 2018? C'est la hausse de carburant qui avait été votée dès 2015. Et on pensait que tout ça se passerait bien. Simplement, la transition écologique, elle doit être sociale. Et donc, qu'est-ce que je veux faire avec cette planification? Se donner des objectifs, investir, c'est dans le budget que je porte et que je finance quant à moi, et à côté de ça, accompagner les ménages, les agriculteurs, les industriels. Et donc, c'est d'avoir une stratégie de la nation dûment financée qui permet d'accompagner les changements. C'est comme ça qu'on résiste aux choses. Et au fond, le changement climatique, par l'injonction, ça ne marche pas. Il faut le faire par l'investissement, la planification et la volonté. On a fini, mais je vous pose quand même une petite question sur l'Ukraine, parce que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et la Première ministre danoise Mette Frederiksen se sont rendus aujourd'hui à Kiev pour soutenir les Ukrainiens. Est-ce que si vous êtes élu, la semaine prochaine, vous irez vous aussi à Kiev? Je l'ai dit, je le ferai si c'est utile. Par contre, est-ce que vous pensez que c'est utile ou pas? J'en jugerai à ce moment-là, d'abord si les Françaises et les Français me font confiance et en fonction des conditions et pour apporter quelque chose. Aujourd'hui, le message que je veux très clairement exprimer, après avoir échangé avec mon homologue ukrainien, c'est de demander instamment à la Russie d'aménager à la fois l'accès humanitaire, la fourniture de médicaments et la sortie des civils qui le souhaitent de Mariupol. Et ça, vous le faites, vous continuez à téléphoner à Vladimir Poutine, encore récemment? Et donc, Vladimir Poutine, je ne l'ai pas eu depuis Boutcha. Le récit des Françaises et les Français, enfin la découverte de ces crimes de guerre. Mais c'est l'échange que j'ai avec le président Zelensky et c'est le message très solennel que la France passe à la Russie. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. À 21h10, vous retrouvez Envoyé spécial présenté par Élise Lucet. À 23h05, complément d'enquête avec Tristan Walex. Demain, vous retrouverez Julien Bugier à 13h, Thomas Soto à 20h. Je vous retrouverai dimanche soir à partir de 18h25 avec Laurent Delahousse pour la grande soirée électorale du second tour de l'élection présidentielle. Bonne soirée sur France 2 à dimanche.